Je vais demander à notre ami Alain Tilsit de venir également nous parler de son expérience. Alain n'est pas dans notre circonscription, la 9e. Il est dans celle de mon collègue Alain Marceau, mais il est le bienvenu chaque année. Il nous a fait le plaisir de venir l'année dernière. À toi, Alain. Merci, David. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai deux handicaps. D'abord de passer derrière Michel, qui m'a coupé l'herbe sous les pieds, pour différents sujets, et deuxièmement d'avoir eu l'honneur d'avoir la parole, mais aussi la surprise, je l'ai découvert ce matin. Alors j'arrive avec quelques idées, je vais un peu improviser et je vous demande votre indulgence. Je n'appartiens pas à votre circonscription, j'appartiens à une circonscription voisine qui est très diverse, qui démarre depuis Madagascar, qui occupe tout l'est de l'Afrique, la Libye, l'Égypte et le Liban, qui a une très grosse communauté française. Alain Marceau est le candidat élu de l'UMP, c'est un ancien juge terroriste, beaucoup d'antiterroristes, pardon. Écoutez, c'est un peu vrai parce que j'en ai parlé avec Khadija, nous, ils nous terrorisent. Ils nous terrorisent parce qu'ils nous demandent de faire beaucoup de choses qu'on n'est pas toujours en mesure de faire, mais qui peut le plus, pas le moins. Le pays dont je suis le délégué, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-Congo belge, c'est le premier pays francophone, 70 millions d'habitants. La langue française est inscrite dans la Constitution. C'est un pays magnifique, 5 fois et demi la France, avec des avantages et des handicaps. Les avantages, c'est que c'est un scandale géologique, c'est le pays le plus riche d'Afrique. On trouve de tout. Du diamant, de l'or, de l'uranium, du pétrole, du cuivre, du coltan qui sert à faire vos téléphones et certains appareils qui vont dans l'espace. Et j'en oublie. Et c'est aussi le pays peut-être le plus pauvre d'Afrique. Alors pourquoi? Les causes, on ne va pas en discuter ici, mais elles sont toutes les mêmes. L'impunité, la corruption qui découle de l'impunité, etc., etc. Une incidence aussi sur l'économie dont je parlerai tout à l'heure. Ce pays, bien qu'étant le premier pays francophone, n'a jamais eu, comment dire, les Français ont l'air de le regarder de loin. Est-ce qu'ils pensent que c'est un terrain spécifique à la Belgique et qu'on n'a pas envie d'y aller, qu'on veut les laisser dans leur précaré, etc. La France est très mal représentée, à la fois par ses chefs d'entreprise, au point de vue effectif de Français, il y a à peu près 1600, 1800 Français. Nous sommes en train de rattraper les Belges, ce qui est une bonne chose. Ils sont sur leur territoire. Et surtout, il y a une très grande diversité. Les Français ne sont pas les seuls représentés dans ce pays. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Italiens, il y a des Américains. C'est une communauté très diverse et très intéressante sur le plan quand on y vit. Je suis né en Afrique aussi. J'ai vu depuis très très longtemps, je ne dirai pas combien parce que ça révélerait peut-être un peu mon âge. Et je suis comme les jeunes femmes, je n'ose pas trop l'avouer. Je suis quand même depuis 25 ans dans ce pays et j'y suis très attaché. Je vais vous parler de deux choses, de la sécurité bien sûr, et également un peu d'économie. L'insécurité, je rejoins totalement ce qui a été dit précédemment. La première chose à réformer pour que ce pays redémarre, c'est la justice. Mais comment le faire? Est-ce qu'on est capable d'inventer un vaccin? Parce que la corruption est telle qu'il y a une impunité totale à tous les niveaux de la société jusqu'aux plus hauts échelons. L'insécurité, bien sûr, empêche les investisseurs de venir. La première chose qu'il faut qu'ils nous disent, c'est la sécurité. On connaît depuis de nombreuses années à la fois des émeutes et des exactions qui ont eu lieu. En 1991, nous étions à la fin du règne de Mobutu, exactions, pillages, exactions sur les personnes et les biens, morts, etc. Intervention de l'armée française
pour rétablir la sécurité, évacuation d'une grande partie des Français. 1993, rebelote, mêmes éléments et un peu plus violents. 1997, arrivée du président Kabila père à Kinshasa, qui a délogé donc Mobutu, donc une armée qui vient de l'Est avec des étrangers et qui vient prendre le pouvoir à Kinshasa. Depuis le père Kabila assassiné, son fils prend la succession. Pourquoi? Comment? Ben ouais, c'est lui, il est là. Il vient de faire un mandat, il a été élu démocratiquement. Et ce deuxième mandat, nous avons eu des élections présidentielles le 28 novembre démocratiquement, avec tout ce qui va avec. Nous avons eu des élections présidentielles le 28 novembre. Les résultats ont été contestés par tout le monde. Il s'est fait quand même, il a fait valider les résultats par la Cour suprême. Il est président officiellement d'après la Constitution. Les observateurs étrangers qui sont là ont, à certains moments, mis un peu d'huile sur le feu, à d'autres moments sont restés évasifs, ce qui a donné l'occasion à l'opposant traditionnel, Etienne Tshisekedi, de s'autoproclamer président. Nous avons donc deux présidents actuellement. Un qui l'est, paraît-il, officiellement par la Constitution, et l'autre qui l'est parce qu'il estime qu'il a eu les suffrages du peuple. Entre-temps, nous devions avoir hier le résultat des législatives qui sont contestés aussi. Ces résultats ont été reportés de 14 jours. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, qui est président, qui n'est pas, pourquoi. C'est une situation un peu ambiguë. Nous avons donc eu pendant cette période électorale des exactions, mais qui étaient assez limitées. C'est-à-dire que les deux partis ont recruté des voyous, hein, ce qu'on appelle les Koulouna là-bas. Ils les ont armés, ils les ont payés, ils leur ont demandé de faire des actions qui ont été très ponctuelles et qui ont été maîtrisées assez facilement par les unités anti-émeutes qui ont été formées par la France et équipées par la France d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien parce que ce pays est un pays particulièrement imprévisible. Particulièrement imprévisible. Parce que les deux émeutes que nous avons connues en 91 et 93, elles étaient l'objet de ceux qui devaient assurer la sécurité, c'est-à-dire les militaires et les policiers. Donc, prévoir l'évacuation ou le suivi des Français, c'est imparable, on ne peut plus rien faire. Ce sont ceux qui ont les armes qui doivent vous protéger, qui créent l'insécurité. Actuellement, les militaires et les policiers se tiennent à peu près bien, mais ils ne sont pas payés depuis plusieurs mois, et tout est possible. Hier, nous avons eu un atelier sur la sécurité et j'ai pu constater que vous aviez la grande chance de ne pas être dans cette situation, et je m'en réjouis, mais il est de notre devoir, je pense, au niveau de l'ambassade déjà, et nous, des différents responsables, de préparer ce qui doit être préparé. Un plan de sécurité comporte en gros 4 phases. La phase la plus importante est la préparation. La répartition des îlots, la mise en place d'îlotiers compétents, des moyens de communication nécessaires, la détermination de points de regroupement, tout ça, tout le monde le connaît, j'insisterai pas. Après, on passe toujours à la phase début de l'insécurité. Bon, là, il faut rester très calme, donner l'information, mais ne pas affoler les gens. Et alors, la phase la plus difficile, bien sûr, c'est au moment où ça démarre, où les exactions démarrent. Et là, on ne peut pas donner de recettes. On ne peut pas donner de recettes parce qu'il s'agit de décisions de conduite en fonction des éléments instantanés que doivent prendre les gens qui sont qualifiés. À l'ambassade, généralement, il y a un officier de sécurité, il y a un attaché de défense, c'est leur travail. Et ça ne peut pas se prévoir, c'est imprévisible. Quand vous avez à amener des gens d'un point vers un centre de regroupement, on ne sait pas si les itinéraires sont sécurisés, voilà. Donc on ne peut pas le prévoir, on doit évoluer. C'est des décisions de conduite que les gens ont qualifiées doivent prendre. Et puis après l'évacuation, c'est de la logistique, c'est pas compliqué. Mais j'ai simplement voulu vous donner cette répartition pour qu'elle soit connue. Je pense que vous en êtes loin et tant mieux. Je voudrais vous toucher un petit mot sur l'économie. Comme je le disais tout à l'heure, les entrepreneurs français au Congo, en République démocratique du Congo, on ne les voit pas beaucoup. On ne sait pas pourquoi.
peut-être que je suis également administrateur à la Chambre de commerce franco-congolaise, peut-être que des initiatives des chambres de commerce ou même des autorités, le Maroc est bien représenté. Je connais les représentants marocains à Kinshasa, en particulier l'attaché de défense, qui sont des gens charmants et qui travaillent bien. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Il y a des choses à faire avec le dynamisme marocain, peut-être suppléer un peu. Vous savez, les Africains nous comptent de moins en moins maintenant sur l'Europe. Ils savent que l'Europe a ses difficultés. Mais il est possible de créer quelque chose en Afrique, interafricain. Que ce soit le Maroc, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Angola, il y a des pays qui ont la capacité d'amener ce qui est nécessaire pour monter le niveau des gens. Parce que le vrai problème de l'insécurité, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est des gens qui vivent dans des conditions lamentables. Mais pourquoi ne pas... Il appartient aux dirigeants africains d'aller dans ce sens. Toutes les relations inter-Afrique économiques seront les bienvenues. On sait très bien que l'Europe a ses propres difficultés, qu'elle sera de moins en moins présente sur ce pays. Voilà. Un petit mot, Kinshasa devrait accueillir en 2012, au mois d'octobre, des journées de la francophonie, qui avaient été prévues en 1991, je crois, mais qui avaient été retirées à Mobutu à l'époque. C'est peut-être l'occasion pour nos entrepreneurs de venir un peu sur le terrain, de voir ce qui s'y passe et de trouver les relations nécessaires. Pour ma part, étant dans ce pays depuis très longtemps et mon épouse étant également chef d'entreprise dans ce pays depuis 35 ans, nous sommes en mesure de vous apporter l'aide nécessaire pour les contacts qui pourraient être utiles auprès des autorités congolaises, que ce soit au niveau ministériel, direction de cabinet, chef d'entreprise. Je m'engage à ce qu'on puisse vous apporter l'aide nécessaire. Venez, je pense que vous ne serez pas déçus et je vous remercie de votre attention. Merci Alain pour ce témoignage également.